Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 20 novembre 2025, c'est notre bulletin numéro 265 et nous sommes à Montpellier. Et oui, en effet, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis en tournée dans le sud de la France. Donc on a fait Toulouse avec 70 personnes avant-hier. Hier, nous étions à Perpignan où il y avait 80 personnes. Et puis aujourd'hui, eh bien, ce sera Montpellier. Et lorsque cette vidéo sortira, je serai à Aix-en-Provence. Voilà, grosse tournée. Puis nous avons bien sûr commencé par une signature à la librairie Logos, et ça s'est très bien passé. 2 heures et demie de signature, beaucoup, beaucoup de monde, comme la dernière fois. Donc bah voilà, j'étais très content. Je remercie encore une fois tous ceux qui ont organisé toutes ces manifestations, et notamment bah, mon co-conférencier, André Chancluy, qui lui est venu présenter son livre avec un titre très prometteur, US Go Home. Donc voilà, donc merci pour tout. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, PayPal, pour nos sponsors, nos abonnés. Donc je mettrai la carte des opérations militaires, le fichier que vous pourrez télécharger et aller le consulter sur map.army, hein, le site internet avec lequel cela fonctionne. Et puis bien sûr, abonnez-vous à notre partenaire Géopolitique Profonde. Voilà, l'avantage quand on repasse en France, c'est qu'on récupère la version papier du mois de novembre. D'ailleurs, bientôt, le mois de décembre va sortir, la couverture est tout simplement fantastique. Et puis je remercie la librairie Logos de m'avoir offert le néoconservateurs de Laurent Onzon, les néoconservateurs, pardon, une élite impériale. Donc bah, ça se lit très rapidement, c'est dense, il ne faut pas se laisser tromper par l'épaisseur du livre, c'est dense et c'est très bien vu, notamment la conclusion, puisque finalement on a l'impression qu'on on passe à un nouveau monde où bah, ces néoconservateurs qui tentent de survivre en Europe, hein, on les voit. En France d'ailleurs, ça marche plutôt bien puisque tous les partis politiques présents au Parlement sont infiltrés. Mais aux États-Unis, ils sont remplacés par des milliardaires comme Elon Musk, comme Peter Thiel. Donc les choses sont en train d'évoluer et c'est évidemment à nous d'imaginer, hein, c'est ce dont parle d'ailleurs également Laurent Ozon, la manière dont on pourrait reconstruire le continent européen, pourquoi pas en dehors de l'Occident évidemment, avec la Russie, hein, c'est ce pourquoi nous nous battons. L'Europe avec la Russie sera une puissance considérable. C'est pour ça effectivement que les néoconservateurs n'en veulent pas. C'est pour ça qu'ils voudraient que la guerre en Ukraine dure éternellement et fonctionne comme une deuxième Corée. Mais passons maintenant à l'économie et n'oubliez pas que nous vous proposons certains services qui vous permettent d'investir en Russie. Allez voir en description de cette vidéo, on a des produits vraiment intéressants et nous sommes en train de travailler dessus, donc venez jeter un coup d'œil, venez nous voir en Russie, encore une fois apprendre la langue russe, notamment vous pouvez le faire avec notre partenaire Logios, voilà, n'hésitez pas. Économie donc, et nous allons reparler des frappes dans la profondeur ukrainienne pour détruire des raffineries. Vous vous souvenez que nous avons déjà aborder ce sujet en relativisant l'efficacité de ces frappes, tout d'abord en soulignant que des problèmes avec les approvisionnements en carburant en Russie, c'est saisonnier, notamment en été, c'est quelque chose qui arrive assez souvent puisque les Russes roulent beaucoup en voiture. Et ensuite, les producteurs russes préfèrent toujours exporter leur carburant plutôt que de le garder sur le marché intérieur. Et donc finalement, c'est ce qui s'est passé en 2025, le 8 juillet 2025, c'est que le gouvernement russe a interdit les exportations temporairement du carburant produit en Russie à l'étranger, ce qui a contribué d'ailleurs aujourd'hui, les spécialistes estiment que le moment difficile est passé. Encore une fois, ça ne date pas des frappes sur les raffineries, puisque c'était déjà le cas en 2021, on en avait parlé dans nos bulletins précédents, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce que j'expliquais, c'est Reuters qui se mal expliqué. Donc Reuters, hein, grande agence, avec l'agence France Presse et la Société de Presse, donc on ne peut pas les soupçonner d'être des agents du Kremlin. Et ils ont sorti un article assez fouillé avec des statistiques, leurs propres statistiques. Ils ont exploité à peu près tout ce qu'il y avait à exploiter. Et donc dans cet article, ils expliquent que finalement la production de carburant en Russie n'aura baissé cette année que de 3%. Ils précisent que cette baisse relativement légère est due à la maintenance des raffineries, exactement ce que nous avions expliqué comme en 2024, on avait eu le droit au même cinéma, et également, évidemment, ça a joué un rôle aux frappes otano-kieviennes dans la profondeur. On apprend aussi, et ça c'est très intéressant, c'est que la Russie a une capacité de raffinage de 6,6 millions de barils par jour, et qu'elle est en surcapacité, c'est-à-dire que généralement elle utilise autour de 6 millions
de barils par jour, pas plus, et que pendant cette période de maintenance et de bombardement, eh bien, elle est descendue à 5,1 millions de barils par jour. Et sur cette période donc, qui a démarré à partir essentiellement du mois d'août 2025, eh bien, la baisse de production due, encore une fois, à la maintenance et au bombardement, n'a été que de moins 300 000 barils par jour. Donc, comme on le voit, ce qu'on nous avait présenté comme une grande victoire otano-kievienne contre la Russie, hein, de frapper au porte-monnaie, eh bien, finalement, ça n'aura qu'un impact limité, les causes étant tout autres. Et comme je pense d'ailleurs, la guerre va s'arrêter en 2026, en tout cas, les combats vont s'arrêter en 2026, eh bien, on s'apercevra qu'il y aura sans doute encore l'été prochain une crise du carburant tant que eh bien, la réorganisation du système de distribution du carburant en Russie n'aura pas été réglée. En outre, on ne saura réellement qu'en juin 2026 combien la Russie a vendu d'hydrocarbures sous différentes formes, à quel prix, et surtout combien ça a rapporté à l'État russe. Parce qu'encore une fois, il faut bien faire la différence entre les pertes qu'ont subi les compagnies pétrolières et le manque à gagner pour l'État russe, qui peut, au besoin, ajuster les taxes pour gagner autant d'argent. Donc c'est beaucoup moins simple que ce que nous se contentait de nous expliquer dans les médias de grand chemin. Économie encore et grande victoire chinoise contre Washington. Une nouvelle fois, on l'a vu, il y avait une méconnaissance profonde de l'administration Trump de la puissance économique chinoise. Je vous renvoie à ce sujet sur les travaux de Laurent Michelon. Donc on a vu que finalement Trump a dû se soumettre à la volonté des Chinois. L'Amérique a davantage besoin de la Chine que la Chine a besoin du marché américain, puisque c'est cela dont il est question. Et quand je parle d'une victoire en fait de Pékin contre Washington, c'est plus exactement une victoire de Pékin contre les satrapes de Washington en Europe. En l'occurrence, là, c'était les Pays-Bas, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais fin septembre, il y a une filiale d'une société chinoise qui s'appelle Nexperia, et qui produit des microprocesseurs, et qui était nationalisé ou menacé d'être nationalisé par les Pays-Bas. Donc ça, c'était un ordre de Washington, hein, puisque l'administration de Donald Trump, comme d'ailleurs celle de Joe Biden, eh bien, tente d'affaiblir la Chine là où elle est puissante, c'est-à-dire sur la production de semi-conducteurs. Et donc Nexperia produit des microprocesseurs qui vont dans les voitures, et notamment les voitures allemandes. Et la Chine, en réaction, eh bien, a bloqué les exportations, les ventes de microprocesseurs, précisément vis-à-vis de l'industrie automobile européenne, et notamment allemande. Ce qui a provoqué évidemment une véritable catastrophe. On en avait également parlé. Volkswagen a en gros été mise en chômage technique. Toutes les entreprises de production automobile étaient en difficulté. Déjà qu'elles sont en difficulté avec l'augmentation des coûts de l'énergie liés aux sanctions qui ont été mises contre la Russie et à la destruction de Nord Stream. Et bien en plus se rajoute donc cette crise des microprocesseurs. Et finalement, le gouvernement des Pays-Bas s'est soumis. Donc, est-ce que ça s'est fait par un accord lors de les rencontres entre les représentants de l'administration de Joe Biden et de Xi Jinping? Ça, c'est difficile à savoir, mais ce qui est clair en tout cas, c'est qu'une fois de plus, eh bien, les Occidentaux se sont soumis à Pékin, parce que Pékin est le plus fort, la capacité industrielle de la Chine, ses réserves en terres rares font qu'ils font à peu près ce qu'ils veulent, et il serait temps qu'on s'en aperçoive, notamment que la France s'en aperçoive. Nous avons besoin de la Chine. Nous aurons besoin de la Chine à un moment ou à un autre pour nous réindustrialiser et pour redevenir une économie performante. Donc voilà, finalement, cette victoire de la Chine sur l'hégémon américain, eh bien, est une bonne nouvelle si ça peut réveiller les gouvernements européens, des nations européennes, pour qu'ils prennent des mesures qui protègent les intérêts des pays et des peuples. Politico-diplomatique maintenant, et bien sûr, nous reparlons cette semaine de ce que nous avions évoqué la semaine dernière, c'est-à-dire du grand scandale de corruption qui frappe Zelensky et son administration. On l'avait dit, le ministre de la Justice a démissionné, a priori il serait en fuite. Sa maîtresse, donc, qui était ministre de l'Énergie, a également démissionné et elle serait en fuite. L'ancien ministre de la Défense, Umerov, s'est enfui en Turquie sous le prétexte de relancer des négociations. Alors on ne sait pas trop si c'est avec Washington ou avec la Russie. En tout cas, ça a donné lieu
un échange de corps, hein, des soldats. Comme d'habitude, c'est 30 corps de soldats russes remis par l'Ukraine contre 1000 corps de soldats ukrainiens remis par la Russie. Ça donne une idée de la proportion des pertes des deux côtés de la ligne de front. Donc ça, c'est une chose, mais tout le monde pense qu'en fait, Oumerov est parti en Turquie et peut-être même ne reviendra jamais en Ukraine et partira comme réfugié politique, pourquoi pas, aux États-Unis. Donc ça, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc ça a provoqué un énorme scandale à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays. À l'intérieur, désormais, le Parlement ukrainien, la Rada, y compris les membres du parti de Zelensky, le service du peuple, Sluga Naroda, ont cessé de travailler. Ils demandent une nouvelle coalition. Le Yermak, donc, qui est le chef de gang en fait, hein, de Zelensky, et donc son chef de cabinet officiellement, pourrait être licencié, éjecté, et on pourrait avoir un gouvernement de coalition. Donc on voit arriver tous les vieux cadavres de la vie politique ukrainienne, Yulia Tymoshenko, Petro Poroshenko, donc qui se sont efforcés de bloquer l'activité du Parlement. Je maintiens mon analyse, d'ailleurs, c'est une analyse que l'on retrouve maintenant dans quasiment toute la presse déjà anglo-saxonne, c'est-à-dire que c'est un coup de l'administration américaine, c'est un coup de Donald Trump pour faire plier Zelensky et accessoirement faire plier les pays européens, puisqu'aujourd'hui, si Zelensky ne s'est pas rendu aux arguments de Donald Trump, qui sont en fait ceux de Vladimir Poutine, eh bien c'est que les États européens ne veulent pas accepter cette défaite qui est pourtant inéluctable. Donc voilà à peu près où on en est en ce moment. C'est trop tôt pour dire comment ça va se terminer. Ce qui est clair, c'est que les déclarations qu'on a eues de la part toujours de ce psychopathe de Jean-Noël Barrot ou de Donald Tusk, qui est le Premier ministre polonais, ou encore de Kaja Kallas, qui est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères de la Commission européenne, montrent que les Européens ne veulent pas de paix en Ukraine, même si la défaite est assurée. Ils espèrent encore, en croyant à des mythes, à des miracles, comme par exemple que le fait de bombarder les raffineries, eh bien, ça va appauvrir la Russie et provoquer une crise de carburant. Donc en fait, ce qu'ils veulent, c'est continuer à tout prix. Comment ils ne savent pas, encore une fois, rendez-vous les 18 et 19 décembre, voir si on va avoir assisté à un vol des actifs russes ou pas. Je ne peux pas me prononcer. À un moment, je pensais vraiment que ça aurait lieu, mais là, il y a eu tellement de levées de boucliers en Belgique, dans les pays d'Europe de l'Est, qui refusent d'être garants pour cette gabegie, et même en France ou en Allemagne, où on n'est pas enthousiaste à l'idée eh bien d'être ruiné définitivement, de perdre sa crédibilité en tant qu'emprunteur souverain. Tout cela, évidemment, n'est pas de bon augure pour Kiev. L'autre solution, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Van der Leyen. Elle a dit soit on vole les actifs russes, ou en gros, soit il faut qu'on émette un emprunt européen pour financer l'Ukraine. Donc on va les mettre des obligations européennes pour financer l'Ukraine. C'est-à-dire que, in fine, ça reviendra au même, puisque quoi qu'il arrive, c'est les pays européens qui vont payer. Donc, comme d'habitude, les pays d'Europe de l'Est ne veulent pas. Ou alors, ce sera du financement qui sera donné individuellement, en quelque sorte, par les pays européens qui voudront bien le faire. Mais ça, bon, la France est ruinée, déjà pour nourrir les Français, donc je ne vois pas Emmanuel Macron, malgré ses grandes déclarations, le faire. L'Allemagne, elle n'est pas très chaude non plus, hein. Même Merz peut donner, rajouter un petit milliard par-ci, un petit milliard par-là, mais financer les 60 milliards dont a besoin l'économie ukrainienne, ça paraît quand même très peu probable, donc c'est pas le chemin que ça prend. Donc encore une fois, c'est une des raisons pour laquelle je pense que la guerre, en tout cas les combats, pourraient s'arrêter beaucoup plus rapidement qu'on l'imagine. Donc cette pression qui a été mise sur Zelensky, qui est clairement une opération dirigée de Washington, eh bien, vise à forcer Zelensky à faire signer un accord où en fait il donne aux Russes exactement ce qu'ils demandent. Alors on a eu, comme d'habitude à ce genre d'occasion, plein d'articles dans la presse anglo-saxonne, le plan 28 points de Donald Trump, c'était chez Axios, c'était chez Politico, etc. Bien sûr, ça c'est ouvert puisqu'il y a des déclarations, les Européens n'en veulent pas, mais en fait on ne sait pas exactement une fois de plus de quoi il s'agit. Notamment, il y a quelque chose qui ne va pas trop dans les points des plans qui sont donnés, c'est que les Américains exigeraient donc le retrait du Donbass et puis une démilitarisation, mais bon, une armée quand même de 400 000 hommes. Bon, l'Allemagne en 1918, hein, c'est 100 000 hommes. Hein. Enfin, après le traité de Versailles, c'est 100 000 hommes en 1919. Donc la France, pareil, en 1940, c'est 100 000 hommes. Donc
si pour des nations de cette taille, c'était 100 000 hommes, 400 000 hommes, c'est beaucoup trop. C'est 2 fois l'armée allemande, presque 2 fois l'armée française. Donc, je pense que ce que l'on lit aujourd'hui dans les médias américains, qui sont essentiellement des médias pro-démocrates, hein, contrôlés par les néoconservateurs, c'est ce qu'eux voudraient. Ils se rendent compte que l'Ukraine est en train de se prendre une raclée phénoménale. Donc finalement, ils aimeraient bien que ça s'arrête à moindre frais. Et ce qu'ils ne veulent pas, c'est que, évidemment, la Russie obtienne tout ce qu'elle demande pour l'instant, c'est-à-dire non seulement le Donbass, mais ce qui reste de la région de Zaporozhye et ce qui reste de la région de Kherson, c'est-à-dire de retourner sur la rive droite du Dniepr. Voilà. Donc ça, c'est évidemment ce dont les néoconservateurs ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils balancent dans leurs médias les choses dont ils auraient envie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, même ces néoconservateurs seraient prêts à reconnaître la Crimée russe et donner ce qui manque du Donbass à la Russie, que de toute manière, d'ailleurs, la Russie est elle-même en train de prendre par la force des armes. Donc on assiste à un moment assez intéressant, hein. Je pense que c'est vraiment un tournant de cette guerre entre l'OTAN et la Russie, un tournant qui se fait à l'avantage de la Russie, qui l'emporte bien financièrement. Elle peut financer la guerre, l'OTAN est à bout de ressources. Elle peut fournir son armée en matériel, l'OTAN est aussi au bout de ses ressources, et surtout, elle est supérieure du point de vue tactique, du point de vue opératif, du point de vue stratégique. C'est une domination totale, hein. La ligne de front est là pour le montrer, comme je le dis maintenant depuis plusieurs semaines. Eh bien, à peine ai-je publié mon bulletin qu'il est déjà démodé parce que les Russes ont encore pris 1 ou 2, 3 localités sur la ligne de front. Donc un moment extrêmement important pour la Russie, et encore une fois, on peut espérer, je l'espère et je le pense, que 2026 verra l'arrêt des combats. Après, qu'est-ce qui va se produire après ça, si jamais, admettant même que Kiev accepte de se retirer donc de tous les territoires russes et qu'une trêve démarre, et qu'à partir de là, il y ait des négociations. Est-ce que Kiev et l'OTAN accepteront la démilitarisation, la vraie, c'est-à-dire une armée, même pas de 100 000 hommes, quoi, de 50 000 hommes, quelques véhicules blindés, et puis quelques avions pour faire la police du ciel, et puis la dénazification, c'est-à-dire la fin des persécutions contre les Russes, et contre la langue russe, et contre l'Église orthodoxe. Voilà, quelque chose sur lequel les Russes ne renonceront pas, et qui naturellement referait de toutes les villes russes en Ukraine, des villes russes. Et d'ailleurs, dans les médias bandéristes en Ukraine, on se plaint que Odessa continue à parler russe, Kharkov continue à parler russe. En fait, dès que les gens ne sont pas écoutés par la police politique, ils parlent la langue de leurs parents, ils parlent la langue de Pouchkine, la langue de Mendeleïev. Voilà un peu où on en est. Pour essayer de parler d'autre chose et de sortir de ce mauvais karma, Zelensky s'est envolé, tout d'abord pour Paris, où il devait rencontrer Emmanuel Macron, où il a rencontré Emmanuel Macron, et où on a eu le droit à des annonces grandiloquentes, comme quoi l'Ukraine allait à terme acheter 100 Rafales, donc on ne sait toujours pas avec quel argent, hein, parce que l'Ukraine n'a pas d'argent. Nous, on n'en a déjà pas beaucoup pour équiper notre propre armée, et puis surtout, d'ailleurs, Dassault a fait un communiqué très serein, sans s'énerver, sans s'enthousiasmer, parce que Dassault sait que sa capacité de production d'avions est limitée, et comme le Rafale est un excellent avion, il est très demandé. Donc il faut qu'on en produise pour notre armée et pour l'export, puisque le nombre de clients ne cesse d'augmenter. Et en plus, l'avantage, c'est que ce sont des clients qui paient, c'est-à-dire que, contrairement à l'Ukraine où on devra les donner, ce sont des clients qui paient. Donc évidemment, tout ça, c'est de la communication. C'est de la communication du côté français pour que Macron mette sa population sous stress militaire. Ça aussi, on va en reparler. Et c'est également pour Zelensky l'occasion de parler d'autre chose, de faire croire qu'il a encore des soutiens valables du côté des membres de l'OTAN. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que quand même, cette nouvelle, même si elle est reprise en boucle avec enthousiasme dans les médias de grand chemin, notamment LCI, vous avez des gens, des politiques qui comprennent et qui ne veulent pas, pour une fois, assumer ce mensonge. J'ai été très étonné d'entendre, puisque j'étais en France, j'écoutais France Info, une interview, c'était de Chenu, donc un membre du RN. Hein. Pourtant, le RN est un parti belliciste et ils soutiennent la guerre de Zelensky depuis le début, en disant exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'était de la communication de la part de Macron, qu'on n'avait ni les moyens financiers, ni les moyens industriels de répondre à ça, que ça serait peut-être actif dans 10 ans si encore on trouvait l'argent. Et j'ai même entendu d'ailleurs
Jean-Philippe Tanguy, au Parlement français, dire que les sanctions avaient tellement mal marché que finalement elles avaient enrichi la Russie. Donc je me suis dit, tiens, c'est pas mal, peut-être que Stratpol a un petit peu d'influence sur le RN. Voilà, on ne sait jamais. Après Paris, Zelensky s'est envolé vers la Turquie, où il a rejoint son ancien ministre de la Défense, qui est maintenant au Conseil de sécurité nationale, donc Rustan Umerov. Donc beaucoup disent qu'il ne reviendra pas, encore une fois, en Ukraine, de peur d'être arrêté. Hein. Il est dans l'affaire Minditch, mais qu'il partira directement aux États-Unis, où il a demandé d'être un réfugié politique et où il a beaucoup d'immobilier, il a acquis beaucoup d'immobilier. Le but de ce voyage de Zelensky, c'est de relancer les négociations. Alors on ne sait pas trop avec qui, puisque le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a dit qu'ils n'étaient pas au courant d'un redémarrage des négociations. Visiblement, Omerov, de toute manière, avait besoin d'une excuse, d'un prétexte pour quitter en urgence l'Ukraine. On a eu cet échange donc, de corps. Ils veulent organiser encore des échanges de prisonniers, tant mieux. Mais vraisemblablement, Zelensky est là pour obtenir une reprise des négociations qui ne soit pas totalement à son désavantage, dans la mesure où il a une pression énorme de Washington. Donc il veut rencontrer la partie turque, puisque les Russes acceptent les Turcs comme des intermédiaires, et il veut rencontrer également les Américains, et en espérant les convaincre d'exiger de lui autre chose que ce que veulent les Russes. Donc il y avait une délégation militaire qui se trouvait à ce moment-là à Istanbul, donc c'est vraisemblablement de ça dont il est question, mais il faudra attendre des confirmations. Hein. Encore une fois, moi je me fonde sur des informations ouvertes qui sont publiées dans différents médias, notamment en Russie ou ailleurs. Et ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de rencontre prévue pour l'instant entre des délégations russes et ukrainiennes. Ce dont il est plutôt vraisemblablement question, c'est un accord entre Moscou et Washington que devra appliquer Zelensky, ou alors, eh bien, il sera son implication dans le grand scandale de corruption Minditch sera publiée et qu'on pourra finir par avoir le FBI sur l'affaire. Hein. Les paquets d'argent qui ont été trouvés sur Minditch, on voit qu'ils sont fermés. Visiblement, ils n'ont même pas été déballés depuis qu'ils sont arrivés de Washington. Et je vous rappelle que Samantha Power, donc, qui était la patronne de l'USAID, s'est fait piéger il n'y a pas très longtemps par des comiques russes qui se sont fait passer pour d'autres personnes, pour des responsables ukrainiens, je crois, et donc dans laquelle elle a expliqué qu'à partir de février 2022, les Américains ont amené en cash 1,5 milliard de dollars par mois. Et donc visiblement, ces paquets de dollars qui n'ont pas été déballés étaient ceux qui ont été, c'est une possibilité, qui ont été livrés pour permettre à Zelensky de tenir le pays, notamment en achetant cette classe hyper corrompue qui est la classe politique ukrainienne. Terrorisme maintenant, un attentat contre Sergei Shoigu, donc qui est secrétaire général du Conseil de sécurité nationale russe, donc ancien ministre de la Défense. Eh bien, il y a une tentative donc de l'assassiner par vraisemblablement le GUR, hein, qui est le service de renseignement militaire kievien, qui est dirigé par le fameux Boudanov. Et l'idée, vraiment sordide, c'est-à-dire qu'ils avaient piégé la tombe, un vase près de la tombe de la mère donc de Sergei Shoigu, puisque c'était bientôt l'anniversaire de sa mort, et que donc Sergei Shoigu serait mort en allant sur la tombe de sa mère. On reconnaît quand même la patte anglo-kievienne hein, dans ce genre d'opération. Dieu merci, ça a échoué. Ce qui montre aussi que finalement, les otano-kieviens ont du mal à frapper sur des personnalités importantes. Ils se font prendre, et d'ailleurs, quand bien même ils auraient tué Sergei Shoigu, aujourd'hui, Sergei Shoigu a un rôle de second rang. Le nouveau ministre de la Défense, Belousov, c'est vraiment lui qui est aux commandes. Sergei Shoigu, on le voit faire des visites diplomatiques en Corée du Nord. Il est actif, mais ce n'est pas un personnage central du gouvernement russe ou de l'élite de gouvernement russe. Terrorisme toujours, des actes de terrorisme ont été commis, plusieurs ont été commis sur les voies ferrées qui relient la Pologne à l'Ukraine et qui donc évidemment servent de transit pour acheminer l'aide militaire otanienne vers l'Ukraine. Selon le ministre Donald Tusk, eh bien, les responsables, ce sont des Ukrainiens. Donc ça veut dire que là, la Pologne est en train de découvrir que
Parmi les Ukrainiens, il n'y a pas que des bandéristes fanatiques, il y a aussi, y compris parmi les réfugiés, il y a ceux qui soutiennent la Russie dans sa guerre de libération de l'Ukraine, de la clique oligarcho-bandériste. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. En Russie, quand il y a des actes comme ça qui sont commis, on le voit sur la carte des opérations militaires, eh bien, donc dans différents sites industriels de transport, les Russes considèrent ça comme de la résistance ukrainienne. En tout cas, évidemment, à côté de ça, les autorités ukrainiennes ont accusé la Russie, donc sans aucune preuve. Cela dit, encore une fois, c'est pas impossible que derrière, il y ait les services secrets russes qui utilisent précisément cette diaspora ukrainienne qui se trouve en Pologne pour organiser ces actes de sabotage, ces actes de partisans pourrait-on dire. Ça a immédiatement été pris comme prétexte par Sikorski, le ministre des Affaires étrangères polonais, hein, qui est le mari d'Anna Applebaum, une journaliste russophobe fanatique aux États-Unis, qui lui-même, souvenez-vous, s'était réjoui de la destruction de Nord Stream par les Américains. Il les avait remerciés sur Twitter avant d'effacer le message. Et lui, eh bien, a pris ça comme prétexte pour fermer le consulat de Gdansk, donc le consulat russe à Gdansk. Donc, durcissement, prétexte pour durcir la relation entre la Pologne et la Russie, ce qui fait qu'on ne peut pas exclure que ce soit également une attaque sous faux drapeau, c'est-à-dire que ce soit les Polonais eux-mêmes qui l'aient fait pour pouvoir précisément faire un prétexte pour fermer le consulat, et puis faire peur, mettre, comme la population française est mise sous stress par Emmanuel Macron, eh bien mettre sous stress la population polonaise. Armement maintenant, et juste une petite nouvelle, c'est qu'a eu lieu à Dubaï, le Dubai Air Show, hein, c'est un show aéronautique, donc un peu comme c'est même comme le Bourget en France, et évidemment les Russes étaient présents, hein. Je rappelle que les Émirats Arabes Unis sont membres des BRICS, et que la relation entre Dubaï précisément et la Russie est excellente, c'est un moyen de contourner les sanctions, et puis finalement personne n'ose rien leur dire, et ce qui fait que d'ailleurs le Dubai Air Show va prendre, déjà que c'est un rendez-vous majeur dans l'aéronautique, va ne faire que prendre encore plus d'importance dans la mesure où la Russie est invitée. Évidemment qu'au Bourget, la Russie ne sera pas invitée. Et ce qui pose un petit problème, parce que si vous faites un salon aéronautique et que vous n'avez pas un des principaux producteurs d'avions civils, d'avions militaires, de systèmes antiaériens, votre salon, il manque un petit quelque chose, hein, voire un gros quelque chose. Donc c'était juste pour souligner ça. La Russie était présente et ça a eu du succès. On a de nouveau vu le Sukhoi 57, toujours aussi magistral et élégant dans le ciel émirati. Empire du mensonge maintenant, et le grand moment de mensonge de cette semaine, ça aura été évidemment le mensonge du général Mandon, qui doit à la puissance virile qu'il dégage lorsqu'il parle et lorsqu'il se déplace le surnom de général Gamelin-Soja. Et donc il a pris la parole devant les maires de France pour leur annoncer qu'il était de leur devoir de préparer leurs administrés à voir leurs enfants mourir à la guerre. D'accord ? On a tout le savoir, toute la force économique, démographique, pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Et là, on est dans le moment où il faut en parler. Il faut en parler dans vos communes. Et donc ça a attiré évidemment les foudres de pas mal de personnel politique, notamment de Ségolène Royal, qui a toujours, comme souvent depuis le début sur ce conflit avec la Russie, a toujours réagi avec prudence. Donc cette déclaration est absurde dans la mesure où personne ne menace la France ni la Russie. La menace en France, elle est intérieure, c'est l'immigration massive, incontrôlée, la criminalité, donc d'ailleurs on commence enfin à s'en occuper, a priori, qui fait que eh bien, les grands ports français sont sous le contrôle de la mafia. J'ai quelques
Contact intéressant au ministère de l'Intérieur. On a déjà des affaires de corruption de fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. On a des affaires de corruption d'élus locaux. Donc ça devient vraiment grave. Ça devient une bonne série américaine, en fait. Donc ça c'est grave. Ça, c'est la menace. La menace, c'est pas la Russie. Et c'est pas la peine de faire peur aux gens. Encore une fois, on est dans une opération de mise sous stress de la population. Et surtout de faire peur aux maires de France, qui déjà, pour que les petites communes n'ont pas beaucoup de moyens. Et tout d'un coup, ils vont revenir du discours que leur a fait Gamelin-Soja en leur disant rentrez, écoutez, faut se préparer à la guerre. Et c'est aussi ce qui est assez intéressant, c'est que ça traduit aussi le rapport de la gauche bourgeoise à l'enfant. C'est-à-dire que vous avez d'un côté, ils mettent l'avortement dans la Constitution, qui est le premier crime commis contre des enfants innocents, mais en même temps, pour ceux qui font encore des enfants, ils veulent vous les prendre pour les envoyer dans leur sale guerre impérialiste, pour obliger les Russes d'Ukraine à parler ukrainien et à rejeter leur foi orthodoxe. Donc voilà où on en est. Donc on est dans un régime qui est vraiment en bout de course, mais qui est extrêmement dangereux, extrêmement agressif. Et ce qui est intéressant aussi, j'avais souligné ça, c'est que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, on a des chefs d'état-major qui sont sans arrêt en train de la ramener pour porter la politique du régime. Et ça a commencé avec Lecointre, ça a ensuite été avec Burkhard, et ça continue avec Gamelin-Soja. Et c'est ça qui est extrêmement grave, c'est-à-dire qu'il y a plus ce retrait de l'armée qui a toujours été très populaire en France, notre armée a toujours été très populaire, et je pense qu'au fur et à mesure, cette popularité eh bien, va largement baisser, et que la population française qui a déjà été éprouvée par le comportement de la police, de la justice au moment du Covid, eh bien, va en plus prendre ses distances vis-à-vis de cette grande institution qu'est l'armée française, parce que finalement, Gamelin-Soja n'est que le porte-parole d'Emmanuel Macron, et c'est pour ça qu'il est là. Et ça, donc, c'est extrêmement grave. C'était évidemment un énorme mensonge. Et comme d'ailleurs l'a très bien dit l'auteur de la biographie sur Charlie Kirk, donc Corentin Dugast, je suis tombé sur ce message sur Instagram, les Français, quand il s'agira de défendre la patrie, il y en aura. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, les jeunes Français iront la défendre. Pour les guerres impérialistes de la gauche française, c'est fini l'époque où Jules Ferry et Gambetta pouvaient envoyer nos soldats conquérir le Tonkin et l'Afrique. C'est terminé. Voilà, ça n'arrivera plus. Et parce que eh bien, les gens ont pris conscience que c'était absurde. Donc voilà, c'est un mensonge grave, mais en même temps, ça peut accélérer la prise de conscience par les Français de ce que leur réserve le régime socialiste. Et tout de suite, le moment bunker. Das war ein Befehl! Cette semaine, en fait, le moment bunker, c'est ce qu'on a pu lire, par exemple, dans le journal L'Express. C'est-à-dire que, bon, bah, finalement, Pakrovsk va être pris par les Russes, c'est quasiment le cas. Il reste quelques mètres carrés encore, quelques quartiers à nettoyer, mais Pakrovsk est prise, Mirnograd le sera prochainement, et donc il faut faire passer la pilule de la défaite et de cette perte comment dirais-je, d'un nœud logistique extrêmement important, que les Russes vont pouvoir d'ailleurs restaurer, remettre en place les routes, les voies ferrées pour permettre à la Russie de continuer sa progression. C'est quelque chose qui sera fait assez rapidement par le génie militaire russe. C'est pour ça que ceux qui vous disent oui, c'est plus qu'un tas de ruines, ils nous avaient dit la même chose pour Avdiivka, si vous vous souvenez, ils nous avaient dit la même chose pour Bakhmout. Le problème, c'est pas de récupérer une station balnéaire et pouvoir la réouvrir immédiatement. Le problème, c'est de récupérer un lieu à partir duquel on peut masser des troupes et continuer et avoir un nœud logistique, parce que les villes sont construites à des endroits stratégiques, la plupart du temps, pas un endroit inaccessible. Donc c'est ça le sens évidemment de prendre Pakrovsk. Donc ça, c'est la première chose qu'on va vous dire, hein. C'est vrai, mais c'est pas grave, c'est un tas de ruines, hein. C'est ça, c'est ce qu'on entend dans la bouche de Gamelin d'Ourakovlev, mais aussi ça va coûter extrêmement cher à la Russie. À quel prix? Vous vous souvenez, ça aussi on voyait beaucoup le à quel prix, pour nous expliquer que la Chine domine désormais dans le domaine des semi-conducteurs, mais à quel prix? La Chine est la première économie en parité de pouvoir d'achat, mais à quel prix? À chaque fois, c'est à quel prix? Et donc là, c'est la Russie s'est emparée de Pakrovsk, mais à quel prix? Et donc l'idée, c'est que la Russie a eu des millions de morts. Alors, on sait que là, ils nous annoncent, je crois, 160 000 morts ou 120 000 morts, je ne sais plus. Peu importe, ils peuvent raconter n'importe quoi. Alors qu'on voit bien en plus, y compris dans les témoignages vidéo qu'on a, qu'aujourd'hui, les unités russes qui donnent l'assaut, ce sont des petits groupes infiltrés. Donc il n'y a pas des soldats, d'ailleurs y compris du côté ukrainien, sauf quand ils font des attaques frontales, il n'y a pas des grosses pertes massives de 50, 100 hommes à la fois.
il y a ce genre de pertes. Côté ukrainien, quand ils prennent pas de précautions, ça arrive souvent, on en a parlé, d'ailleurs c'est dénoncé par les députés ukrainiens eux-mêmes, quand ils s'entraînent dans des camps d'entraînement qui sont à portée des missiles Iskander russes. Voilà, c'est là où tout d'un coup vous pouvez perdre 100 hommes, 200 hommes, 300 hommes d'un coup. Là, c'est possible. Dans ces opérations d'infiltration et de destruction, il n'y a pas des milliers de morts. Voilà, c'est faux. Ni d'ailleurs du côté russe comme du côté ukrainien. C'est pas là qu'il y a des grosses pertes. Il y a des grosses pertes effectivement quand vous faites des attaques exposées. Et ça, ce qui se passe actuellement, c'est plutôt ce qui se passe du côté ukrainien, qui essaie, on va le voir sur la carte d'opération militaire, d'attaquer pour débloquer Kupiansk, d'attaquer pour débloquer Myrnograd, et qui n'y réussissent pas parce que les Russes sont bien installés et les attendent. Donc voilà, ça c'est le mythe que d'ailleurs j'avais comparé dans mon livre, vous vous souvenez, à cette citation de Marcel Déat, qui, après la défaite de Stalingrad, expliquait que c'est pas grave, il y a 100 divisions avec 100 000 chars qui arrivent, et que l'important c'est de détruire le maximum de Russes, de tuer le maximum de Russes, et que donc Stalingrad, c'est pas grave. Donc on est vraiment dans dans le même bunker, c'est-à-dire le refus de voir la réalité. La réalité, c'est que la Russie s'empare de zones, de nœuds logistiques extrêmement importants, à peu de frais, parce qu'elle a la supériorité de puissance de feu, parce qu'elle se bat mieux. Elle se bat mieux que l'armée ukrainienne depuis le début. L'armée ukrainienne n'a pu remporter quelques succès au début parce qu'elle avait la supériorité numérique. Aujourd'hui, avec toutes les pertes qu'elle a subies, c'est elle qui est en infériorité numérique. C'est même le général Syrski qui le dit. Hein. Quand il explique que l'armée ukrainienne est à 2 à 3 fois moins nombreuse que l'armée russe sur le front, mais les Russes sont 700 000, d'après ce que dit Vladimir Poutine. Donc ça veut dire que les Ukrainiens sont 200, 250, 300 000, 350 000 maximum. Mais alors, où est l'armée d'1 million d'hommes de l'été 2022, de l'été 2023? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passés ces braves gens, puisqu'ils n'ont pas été démobilisés? Donc voilà, moment bunker de la semaine, les pertes magiques russes. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Alors tout d'abord, l'acte de résistance. Alors ils n'ont pas précisé sur quelle voie ferrée se situaient les attentats qui ont été commis. Donc ça peut être sur la ligne Cracovie-Lvov ou Lublin-Lutsk. Voilà, je ne sais pas. Donc j'ai mis une petite punaise ici, mais ça s'inscrit donc dans tous ces actes de partisans ukrainiens qui ont lieu ou ont pu avoir lieu sur le territoire européen. Les Ukrainiens ont frappé dans la profondeur. Ils ont essayé de faire comme les Russes, en fait, de toucher les sources de production d'énergie. Donc, ils ont frappé dans la région de Koursk, notamment. La localité de Rilsk s'est retrouvée sans électricité, mais les Russes réparent évidemment beaucoup plus rapidement que les Otano-Kieviens. Voronezh aussi a été touché, et ce qui est intéressant là, c'est que ce sont des ATACMS, donc des missiles américains, qui ont été utilisés. Du côté russe, on ne s'est pas privé non plus. Frappe sur Dniepro, frappe sur Odessa, frappe très spectaculaire sur Izmaïl, le port sur le Danube. Il y a un méthanier, a priori, turc qui a brûlé pendant très longtemps, qui brûle d'ailleurs peut-être encore. Beaucoup de frappes dans l'ouest de l'Ukraine également. Donc pareil sur des centres de production d'électronique pour les drones, et toujours les infrastructures énergétiques. Et ça, c'est dans toute l'Ukraine, donc j'ai pas mis des petites taches rouges partout. Passons maintenant sur la ligne de front. On va commencer par le nord. Du côté de Soumy, le front est relativement calme, même s'il y a des combats, mais c'est calme. Du côté de Vovchansk, à cet endroit-là, le combat pour Vovchansk est quasiment terminé. Il reste encore à prendre cette partie-là de la ville et après ce sera terminé. Et les Russes sont déjà en train d'avancer. Donc officiellement, le ministère de la Défense a reconnu la prise de localités que nous avions déjà données comme prise à la Russie, mais le ministère de la Défense attend d'être sûr que tout soit nettoyé avant de l'annoncer. Donc, Senikolkovo ici a été pris, Tsegelnoe ici a été pris, et les Russes sont en train d'entrer dans Vilcha à cet endroit-là. On continue sur le front de Kharkov. Donc là aussi, à l'est, les Russes ont avancé et ils se sont emparés de la localité de Dvoroshanskoye ici, ce qui leur a permis d'ailleurs au passage de créer un petit chaudron à cet endroit-là. Et on voit ce qui se dessine de plus en plus, une offensive vers Veliki Burluk qui partira de Vovchansk, de cette zone-là, et sans doute de Kupiansk aussitôt que les Russes auront réussi à achever la bataille, ce qui est très dur, puisque Kiev lance des offensives pour essayer de frapper sur les flancs de l'offensive russe à cet endroit-là. Ici, j'ai
J'ai laissé le dessin la semaine dernière, puisque la présence russe à l'est de la rivière Oskol n'est pas certaine. Donc voilà, je laisse comme ça et je la passerai en jaune quand j'en serai certain. Plus au sud maintenant, les Russes continuent leur poussée vers Krasny Liman, hein, ici à cet endroit-là. Donc il y a attaque et contre-attaque du côté de Yampol, donc c'est pour ça que j'ai toujours pas retiré la punaise rouge, parce que eh bien les Russes ont dû se retirer au nord de la localité, ensuite ils sont revenus vers le sud et ainsi de suite, donc on sait pas trop. Donc voilà, en attente d'avoir une information définitive. Du côté de Liman, les Russes continuent à pousser, ils sont déjà à l'intérieur de la localité, et donc la progression est difficile, mais elle continue. Joli coup des Russes du côté de Seversk. Donc là, j'ai mis à jour la carte. Voilà à quoi ressemble la ligne de front. C'est confirmé que les Russes sont rentrés dans le bastion, la forteresse de Seversk, et qu'ils occuperaient le centre de la ville, à peu près ici, mais c'est pas confirmé, donc j'ai laissé comme la semaine dernière, tout en corrigeant légèrement la ligne de front. Là où les Russes ont été très forts, c'est qu'ils se sont emparés de Platonovka sur les hauteurs, ce qui leur donne un contrôle physique sur la route donc d'approvisionnement de Seversk. Donc là, c'est très très mal parti pour cette forteresse, hein, qui est une des dernières. C'est l'avant-dernière avant la grande forteresse de Slaviansk-Kramatorsk. Donc évidemment, on a hâte qu'elle tombe. On descend plus au sud, donc du côté de Konstantinovka, les Russes consolident leur place au sud, mais avant d'avancer, ils doivent totalement nettoyer cette partie de Ivanopol, ici, à cet endroit-là. Donc les Russes sont en train de le faire, et après, ils pourront avancer sereinement vers le nord de Konstantinovka. Ils avancent également à partir de cette zone du front, mais j'ai pas de détails particuliers. Du côté de Charkovo, les combats continuent. Les Kieviens tentent désespérément d'essayer de percer pour eh bien desserrer l'étau, mais ils n'y arrivent pas. J'ai tout de même marqué ici une avancée possible des Ottano-Kieviens qui se sont emparés de cette localité-là, de Novo-Charkovo, mais visiblement, ça n'inquiète pas les Russes, qui au contraire utilisent leur supériorité de puissance de feu pour détruire ces unités-là. Les Kieviens, comme on l'avait dit la dernière fois, tentent de débloquer Mirnograd en attaquant du côté de Rodinskoye, mais en fait, l'armée russe tient solidement le sud de la localité, et les réserves qui sont envoyées par les Ottano-Kieviens, eh bien, sont en train de s'épuiser. Du côté de Pakrovsk, le chaudron de Mirnograd est bouclé, donc maintenant physiquement, donc tous des soldats ukrainiens qui se retrouvent à l'intérieur sont pris au piège, et vraisemblablement l'armée ottano-kievienne ne sera pas capable de venir les libérer, mais attendons encore la semaine prochaine pour savoir ce qu'il en sera. Voilà, donc les Russes continuent à progresser, et ils finissent, comme j'ai dit, de nettoyer les dernières positions ottano-kieviennes à l'intérieur de Pakrovsk, ou on pourrait dire maintenant de Krasnoarmeysk, hein, puisque c'est son vrai nom. Mais évidemment, ça prend du temps. On note que les Russes ont également progressé vers le nord, hein, de Pakrovsk, et la pression est mise désormais à l'intérieur de Grishino, à cet endroit-là, pour se débarrasser de cette localité, pour avancer vers l'ouest. Ça bouge bien également au sud, où où les Russes sont entrés massivement dans Novopavlovka. Ils ont pas encore nettoyé la ville, c'est pour ça qu'il y a toujours cette punaise. J'ai mis cette punaise parce que ce sera la première grande localité de la région de Dnepropetrovsk, ou de Yekaterinoslav, si vous préférez, qui aura été libérée par l'armée russe. Donc à suivre ici. Plus au sud, à peine avais-je terminé ma carte militaire de la semaine dernière, que les Russes s'étaient emparés de Orestopol, ici, à cet endroit-là, et sont déjà en train de donner l'assaut à Veliko-Mikhailovka, à cet endroit-là. Les Russes ont pénétré à l'intérieur de la localité de Tikhor, ici. Ils ont pris la localité de Gai, à cet endroit-là. Ils se sont emparés, et ça c'est important, là, de la localité de Nechaev, à cet endroit-là. Voilà. Donc ici, ils ont bien avancé, pour ce qui leur permettrait d'avancer plein ouest, et de encore compliquer la situation opérative au sud de cette ligne-là. D'autant plus que les Russes, qui ont, vous souvenez-vous, ont poussé largement, une des plus grosses poussées depuis 2022, hein, fond d'une vingtaine de kilomètres, et ils avaient progressé de 15 kilomètres. Et bien là, ils continuent leur progression vers Gouliapol, hein. Rappelez-vous, Gouliapol est un
un point extrêmement important, là aussi un nœud logistique, et si les Russes s'en emparent, ça aura des conséquences extrêmement importantes pour la libération complète de ce qui reste en fait à conquérir de la région de Zaporojie, dont la frontière est ici, hein, je vous le rappelle. Donc là, les Russes se sont emparés de Veselé, à cet endroit, ils sont rentrés dans Zatiche, ici, à cet endroit-là. Donc l'assaut sur Gouliapol est imminent. Certains disent même qu'il y aurait déjà des unités de reconnaissance qui auraient pénétré. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les Otanokieviens sont incapables d'organiser une ligne de résistance qui tienne. Ça ressemble beaucoup à la panique. Les Russes ont pris, et le ministère de la Défense russe a annoncé la prise définitive de Malaya Tokhmakta. Donc c'est extrêmement important puisque désormais l'assaut sur Orekhovo va devenir possible. Sachant qu'un, souvenez-vous, l'offensive ratée des Otanokieviens de l'été 2023 était partie d'ici, de Orekhovo. Et là aussi, c'est une zone extrêmement importante. C'est pour ça que j'avais mis une punaise il y a 3 ans. Voilà, donc j'ai ajusté également la carte puisque je me suis aperçu que la localité de Belogorovka avait été libérée sans que je m'en aperçoive. Donc là, Malaya Tokhmakta est totalement libérée de toute force otano-kievienne, et à partir de là, évidemment, le temps d'un regroupement, les Russes vont pouvoir passer à l'assaut du côté de Orekhovo. D'autant plus que, plus à l'ouest, eh bien, là aussi, les Russes avancent bien. La localité de Stepnogorsk est quasiment prise. Ici, il y a une ultime forteresse otano-kievienne, mais elle est encerclée, donc on devrait avoir de bonnes nouvelles à annoncer. Et voilà, les Russes avancent également sur cette localité-là de Primorsk. Et là aussi, ça s'annonce bien. Voilà, je retiens la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 20 novembre 2025. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré le fait qu'elle a été conçue un peu au débeauté, avec les moyens du bord qui nous accompagnent pendant toutes nos pérégrinations sur le territoire français. D'ailleurs, honnêtement, ça fait vraiment du bien de voir encore tous ces beaux paysages français. C'est vrai que ça me manque, en fait. C'est quand on est en France qu'on s'aperçoit que la France vous manque avec ces paysages. Et puis merci à tous ceux qui ont organisé encore une fois les conférences, qui nous accueillent. C'est vraiment agréable de se sentir chez soi et apprécié. En tout cas, comme vous le voyez, là, la situation est excellente pour la Russie dans tous les domaines. Domaine économique, domaine militaire, domaine diplomatique. Donc tenez bon, courage, on les aura.